Bonjour à tous, vous m'entendez bien? Je vais partir du principe que oui. Bienvenue à tous et à toutes pour ce 65e R&D Corner. Donc, on va vous présenter un panorama des appels à projets en cours pour la R&D. Avant de commencer, une rapide introduction de l'équipe R&D. Donc, Jennifer Lecomte, qui du coup est responsable de l'équipe R&D. Christelle Ayache, qui est plus sur les appels à projets nationaux, collaboratifs et individuels. Philippe, qui est DGA de Cap Digital et plus dans les relations avec les académiques. Et Julia, pour vos questions plus relatives aux appels à projets européens. Et enfin, moi-même, Audrey Himer, sur les questions des appels à projets régionaux. Et donc, pour nous contacter, c'est une seule adresse, projet@capdigital.com. En fait, on est tous et toutes derrière cette adresse email et on pourra répondre plus rapidement à vos questions. Et oui, petit rappel de fonctionnement sur Livestorm. Vous pouvez dire bonjour dans le chat et pensez bien à poser vos questions dans l'onglet questions. Donc, au sommaire de ce R&D Corner, on va commencer par un petit zoom sur les dispositifs de financement de la R&D. Ensuite, on passera sur les appels à projets régionaux, puis nationaux et enfin européens et internationaux. Donc, rapidement, pour ceux qui ne nous connaissent pas, qui sommes-nous? Donc, Cap Digital, c'est une association qui a plus de 15 ans. On a plus de 1000 structures adhérentes, donc principalement des PME et des startups, mais aussi des établissements de formation et de recherche, des grands comptes, des fonds d'investissement. On est plus de 40 donc dans l'équipe permanente et on est accompagné aussi d'un réseau d'experts, donc de plus de 160 experts. Donc, nos principales activités en chiffres clés. Donc, on a un premier volet R&D où on a accompagné depuis 2006 plus de 3000 projets R&D, donc on les a expertisés. Certains de ces projets ont été labellisés et ça aboutit à des financements pour plus de 860 de ces projets. Donc, on a un second volet accélération. Donc là, c'est plus sur l'accompagnement au levée de fonds de nos adhérents. Et enfin, on a aussi un troisième volet, donc plus sur les activités de transfo numérique. Donc là, c'est plus lié aux grands comptes et il s'agit plus de mise en relation qualifiée. Donc voilà, en fait, nos trois volets, nos trois principales activités à Cap Digital. Et donc, on est aussi présent à l'Europe, donc ce qui nous permet en fait d'accompagner nos adhérents sur des appels à projets européens, mais aussi en fait de monter nos propres appels grâce à des mécanismes de cascade funding que Julia vous présentera plus tard dans la présentation. Et donc, pour nous rejoindre, c'est simple, il suffit de... Je vous invite du coup à cliquer sur le lien capdigital.com pour adhérer. Et donc pour les startups et PME, on est sur une adhésion de 200 € par an hors taxe. Donc c'est un tarif qu'on a volontairement positionné comme très attractif pour que vous soyez les plus nombreux à nous rejoindre et à être membre de Cap Digital. Et donc rapidement, qu'est-ce que nous on peut proposer comme accompagnement avec l'équipe R&D? Donc ça commence par de la sensibilisation, comme aujourd'hui, avec les R&D Corner, donc qui sont je le rappelle, des rendez-vous mensuels où on vous passe en revue tous les appels à projets régionaux, nationaux et européens pour la R&D. On peut ensuite vous offrir un diagnostic. Donc là, c'est un rendez-vous en fait avec des membres de l'équipe R&D où vous nous présentez votre projet et on identifie le bon guichet de financement pour votre projet. Et donc, pour la sensibilisation et le diagnostic, il n'y a pas forcément besoin d'être membre de Cap Digital, mais ensuite, si vous souhaitez bénéficier de l'expertise d'un projet de R&D, de la labellisation, de visibilité et de valorisation sur vos projets, il faut être membre de Cap Digital. Et donc, comme je vous l'expliquais, avec la R&D, on expertise les dossiers. Et donc, cette expertise, elle est faite par nos experts bénévoles. Donc, c'est vraiment notre réseau d'experts qui va pouvoir, en fait, reprendre vos dossiers et vous faire des commentaires dessus en fait, pour
pouvoir enrichir vos projets. Et donc, une rapide définition sur la R&D. Donc, en principe, l'État n'a pas le droit de financer des sociétés de son territoire et il peut le faire en fait par deux exceptions. Donc, la première, c'est la règle des minimis. Et là, on est sur des aides qui ne peuvent pas déplacer une certaine somme sur une période de 3 exercices fiscaux consécutifs. Et la seconde exception, c'est plus le régime R&D. Donc là, on part du principe que votre entreprise donc va développer une solution innovante et l'État peut venir en aide en vous apportant en fait des financements pour votre projet. Et donc les appels à projets que l'on va vous présenter sont sous ce régime de R&D. Et donc un panorama, voici un petit panorama en fait des appels à projets existants en fonction de votre TRL. Donc c'est vraiment pas un panorama exhaustif, mais il y a quand même les appels à projets principaux. Et je vais passer la parole à Jennifer pour introduire Florian. Bonjour à tous. On a le plaisir ce matin d'accueillir dans notre R&D Corner Florian de PhD Talent. Donc Florian, est-ce que tu peux te présenter? Je ne sais pas si tu as… Voilà, la caméra, c'est mieux. Bonjour Florian. Bonjour à tous. Déjà, merci à l'ensemble de l'équipe de Cap Digital pour l'invitation. Oui, très rapidement, donc, je suis un des cofondateurs de PhD Talent. Je suis docteur en physique et j'ai cofondé en 2017 PhD Talent qui a pour objectif d'accélérer le rapprochement entre le monde académique et le monde socio-économique, donc start-up, PME et grands groupes à travers 3 axes. Un axe conseil et freelance où on propose des missions qui sont réalisées par des chercheurs et en particulier des jeunes chercheurs comme des états de l'art scientifique, de la veille techno. Un axe recrutement, on permet à nos clients de recruter des jeunes docteurs. Et un axe événementiel, on organise des événements de recrutement et de rencontres entre doctorants, docteurs et entreprises. Merci beaucoup. Alors ce matin, on va se permettre de faire une petite aparté dans le R&D Corner pour parler de talents que sont les PhD, les docteurs en sciences. Et quelle valeur ils pourraient apporter en fait et qu'ils apportent dans une entreprise. Donc Florian, est-ce que tu peux nous donner un petit peu toi tes retours, ton avis sur ces compétences qu'ont développées les docteurs tout au long de leur doctorat et qui font d'eux des vrais talents indispensables dans les entreprises? Évidemment. Alors, la première chose à savoir, c'est qu'est-ce qu'un doctorat? Parce que souvent, on a encore… C'est vrai, je suis allée un peu vite. On a encore certaines entreprises avec qui on discute qui ont un peu l'impression que quelque part, un doctorant est un étudiant. Alors, officiellement, c'est un étudiant puisqu'il a une carte d'étudiant, il est inscrit dans une université. Ceci étant, ce qu'il fait n'a rien à voir avec ce qu'on peut faire en licence ou en master, à savoir être sur les bancs d'un amphithéâtre et écouter un cours magistral ou suivre un TP ou un TD. Le principe d'un doctorat, c'est de faire de la recherche et donc d'être au laboratoire la plupart de la journée. Et donc, qu'est-ce qu'on fait dans un laboratoire? On fait des expériences, alors que ce soit dans les sciences dures ou dans les sciences humaines, hein, bien évidemment. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On pose des hypothèses, comme tu l'as noté sur cette slide, et on les teste. Donc, à travers ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est capable de savoir ce qui a été fait avant nous, donc de faire de la biblio, d'être ce qu'on appelle à l'état de l'art, et ce au niveau international. Ça, c'est très important, de la capacité qu'a un docteur à comprendre ce qui se fait partout dans le monde et à trouver la bonne information au bon endroit. Donc, c'est une capacité à faire de la biblio. Et ensuite, une fois qu'on a toutes ces informations-là, qu'on a réussi à les synthétiser, on est capable de poser des hypothèses et de faire ces expériences de manière rigoureuse, de manière scientifique, avec toutes les méthodologies que le monde académique et le monde scientifique peut apporter.
Et donc ensuite, à partir de ça, on est censé, à la fin de son doctorat, avoir apporté sa brique, alors plus ou moins grosse, mais Plus ou moins appliqué. plus ou moins appliquée à ce qu'est l'ensemble de la connaissance de l'humanité, tout simplement, en toute humilité. Voilà, c'est ça. Je me reconnais bien là aussi. Euh, donc voilà, vraiment, c'est vraiment finalement du management de projet, Tout à fait. jusqu'à la fin de la thèse. La plupart du temps aussi, une capacité à collaborer avec des acteurs très différents qui vont venir aider tout au long de son projet de thèse, apporter diverses compétences et puis diverses collaborations. Donc c'est vraiment un management de projet sur 3 ans. Alors, sachant qu'en plus, dans certains cas, en fonction des situations, alors soit la thèse se fait en partenariat avec une entreprise, parfois le doctorant est amené à gérer le propre budget de sa thèse. Donc, ça peut prendre en compte vraiment tous les aspects d'un projet, que ce soit l'aspect budgétaire, collaboratif, partenarial et évidemment scientifique. Donc là, on vous a remis un petit peu les différentes compétences qui avaient été listées en fait et qu'on acquiert à l'issue d'un doctorat quand on devient du coup docteur. Donc on passe de doctorant, donc ça c'est pendant les années du doctorat, à docteur S-sciences à l'issue du doctorat. Donc, on va voir un petit peu ensemble un peu quels sont aussi les leviers pour les entreprises pour pouvoir intégrer ces potentiels, ces talents dans l'entreprise. Et d'abord, on va parler évidemment des activités de R&D, puisqu'on est ici au R&D Corner. Donc, sur ces activités de R&D, évidemment, toutes les activités de R&D, comme le salaire de ce talent peut être pris en compte dans le CIR, Crédit Impôt Recherche. Donc peut-être nous en dire un petit 2 mots sur le Crédit Impôt Recherche. Alors, très rapidement, j'imagine que la plupart d'entre vous, de ceux qui écoutent, utilisent le crédit impôt recherche. Donc, l'idée, c'est que euh, l'État vous rembourse une partie de vos dépenses liées à de la R&D. Donc, ça peut être des dépenses de personnel, des dépenses d'investissement ou d'autres types de dépenses avec un taux spécifique, en l'occurrence 30% pour ce qui est du crédit impôt recherche. Et il se trouve qu'au sein du crédit impôt recherche, on a un dispositif qui est spécifique aux jeunes docteurs. Alors, Alors, dans le cadre du crédit impôt recherche, déjà, qu'est-ce qu'un jeune docteur? Jeune n'a rien à voir avec l'âge. Déjà, un jeune docteur, ça signifie un docteur donc, qui a soutenu une thèse de doctorat, mais qui n'a jamais eu de CDI depuis sa thèse, depuis la soutenance de sa thèse. Donc, ça peut être quelqu'un qui a fait un, deux, trois, voire quatre postdocs, donc qui peut avoir éventuellement entre 35 et 40 ans parfois. Euh, Fiscalement, et cette personne-là est considérée comme jeune docteur. Euh, éligible au dispositif. Tout à fait. Euh, et donc, si vous recrutez une personne qui est dans ce cas-là sur une activité de R&D sur un CDI, du coup, dans le cadre du crédit impôt recherche, l'État vous rembourse pendant 2 ans 120% du salaire brut chargé de ce jeune docteur. Euh, donc, c'est ultra intéressant et ultra incitatif. Je ne vous cache pas que nous, on a énormément de startups et de PME qui viennent nous voir, qui veulent profiter du dispositif. Attention tout de même, c'est pas noté ici, il y a quand même un point où il faut faire attention, c'est qu'il faut que l'effectif de R&D soit stable ou en augmentation Oui, pour pouvoir effectivement. activer le dispositif. Donc, ce qui, en période de crise économique, voilà, faut faire un peu attention à ce point-là qui est important. Tout à fait. Mais donc, très incitatif. Effectivement, alors c'est du salaire à avancer, c'est pas anodin, c'est quand même un investissement. Mais vous avez un bon retour sur investissement et ça vous permet aussi
d'internaliser plutôt, je vais trouver mes mots, les compétences au sein de ces compétences-là au sein de votre entreprise, ce qui est du coup très, très intéressant. Donc, une autre forme un petit peu de collaboration, un peu avec la recherche et avec ces doctorants, peut-être aussi pour tester un petit peu l'apport que pourrait avoir un chercheur dans votre entreprise, ce sont les thèses partenariales. Qui sont aussi très, très intéressants. Donc là, on vous a mis les principales, hein, les Paris Région PhD, les CIFRE qui sont les plus connus, mais vous avez également des thèses soutenues par l'ADEME. Donc là, vraiment, ça peut vous permettre, si vous avez une collaboration forte avec un laboratoire, finalement de formaliser cette collaboration par une personne qui va être au milieu, au sein de votre entreprise, mais également au sein du laboratoire et qui va permettre de faire ce lien entre l'entreprise et le laboratoire. Alors, en fonction des dispositifs, ça va être une personne qui va être salariée de votre entreprise si c'est une CIFRE ou qui va être au sein du laboratoire si c'est les autres dispositifs, mais qui va vraiment permettre de développer au sein de votre entreprise une thématique que vous souhaitez développer en collaboration avec un laboratoire. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose là-dessus, Florian. C'est très complet, rien à dire. Donc voilà, si vous avez un vrai projet de rupture technologique et vous souhaitez collaborer avec un laboratoire en ayant quelqu'un qui s'y consacre à plein temps, vous avez des dispositifs qui sont vraiment très intéressants. Et peut-être finir, Florian, un petit peu sur PhD Talent, sur ce que tu peux proposer et puis sur tes événements à venir. Tout à fait. Alors, comme je l'ai dit en introduction, dans ma présentation, on est organisateur d'événements en particulier et on organise depuis début 2021 des événements thématiques de recrutement de docteurs. Et il se trouve que dans 2 semaines, tout juste, le 19 mai, on organise un événement qui est dédié au recrutement de docteurs en intelligence artificielle et data science. Donc, un événement en ligne, bien évidemment, vu la situation. Et donc, là, on va avoir une grosse douzaine d'entreprises, parce qu'on a encore quelques inscriptions qui sont en cours, qui participeront, qui recruteront des docteurs dans ces disciplines-là, sachant qu'on attend environ 300 doctorants et docteurs inscrits à l'événement. Puisqu'on a déjà l'expérience d'un autre événement qu'on a organisé il y a plus d'un mois sur une autre thématique et on avait à peu près ce nombre d'inscrits. Sachant qu'on en a un autre le 24 juin sur les métiers du conseil et le 15 octobre, on a notre gros événement qui s'appelle le PhD Talent Career Fair et qui est aujourd'hui le plus grand forum au monde dédié au recrutement de docteurs, où on accueille 5000 doctorants et jeunes docteurs, 150 entreprises sur une journée. On espère que le 15 octobre, on pourra le faire en physique. Évidemment, nous aussi, on espère. Donc voilà, si vous êtes une entreprise et que vous avez des besoins de recrutement sur des profils data science ou IA, n'hésitez pas à contacter Florian pour cet événement du 19 mai pour également rencontrer des docteurs pour venir renforcer vos équipes R&D dans votre entreprise. Merci Alors, beaucoup. juste Jennifer, je vois qu'il y a Oui. 2 questions dans le chat qui me sont adressées directement, si je peux y répondre rapidement. Je t'en prie. Alors, du coup, sur le dispositif jeune docteur, une question sur est-ce que le statut jeune docteur vis-à-vis de l'aide d'État sur 2 ans, est-ce que oui, c'est les 2 premières années en CDI, c'est bien Oui, ça. tout à fait. Et alors, sur le coût de PhD Talent, tout ça, contactez-nous directement. Alors, je ne sais pas si tu as mis mon adresse mail, je peux la mettre dans le chat directement. Vous pouvez me Oui, contacter n'hésitez direct. pas à la mettre dans le chat, mais sinon, on vous mettra les coordonnées de Florian dans le Ça va mail dépendre beaucoup des cas. récapitulatif. On vous a également adjoint un petit questionnaire que vous trouverez, que peut-être
François va vous mettre dans le chat ou quelque chose comme ça, et qu'on vous mettra aussi lors du mail d'envoi du replay avec les slides. Donc, n'hésitez pas à remplir ce petit questionnaire qu'on fait passer au niveau de la R&D de Cap Digital pour connaître un petit peu justement le mode de collaboration avec le monde académique, avec le laboratoire de recherche et l'intégration de ces profils PhD dans vos entreprises. Donc, merci beaucoup de bien vouloir répondre. Et du coup, il y aura des questions également pour Florian. Et si vous avez besoin de contacter Florian, je ferai évidemment la mise en relation et je vous ferai suivre à Florian tous les contacts. Merci beaucoup, Florian, pour ta Merci participation Jennifer. ce matin. Et puis, je vais redonner la parole à Audrey qui va vous présenter les appels à projets régionaux. Je vais allumer ma caméra, c'est vrai que j'ai oublié de le faire tout à l'heure. C'est toujours mieux avec un visage. Donc, sur les appels à projets régionaux, je vais commencer donc par la bourse French Tech, qui n'est pas un appel à projet, mais on pensait que c'était quand même important de vous le présenter. Donc, il s'agit plus d'une aide pour financer les jeunes entreprises, donc des entreprises de moins d'1 an. Donc, on est sur une bourse qui peut aller jusqu'à 30K pour la bourse French Tech. Mais si vous arrivez à démontrer que votre projet est plus sur une innovation de rupture ou c'est plus un projet deep tech, la subvention elle peut aller jusqu'à 90K. Et donc, on est sur une aide qui couvre 70% des dépenses du projet. Et donc là, comme on est vraiment sur les premières dépenses d'une entreprise, donc ça peut être des dépenses internes ou externes. Donc, par exemple, le temps passé par votre équipe pour réaliser le business model ou alors des études de faisabilité, des frais juridiques, etc. Donc ça, c'est vraiment... encore une fois, c'est pas un appel à projet, c'est plus une aide au démarrage pour les jeunes entreprises. Et donc, je vais enchaîner du coup avec l'appel à projet InnovUp. Donc, cette fois-ci, c'est vraiment un appel à projet. Traditionnellement, l'appel à projet InnovUp, il était décliné en InnovUp faisabilité, développement et expérimentation. Maintenant, tout est regroupé sous un même guichet. Donc, vous pouvez vraiment avoir des projets qui vont de la faisabilité à l'expérimentation. On est sur des subventions qui peuvent aller jusqu'à donc 500, enfin des aides qui peuvent aller jusqu'à 500K en subvention et 3 millions en avance remboursable, donc sur des projets de 6 à 36 mois, et un taux d'aide qui dépend en fait de la taille de votre structure, donc qui peut aller à 25% d'aide pour les ETI et 70% pour une association. Et donc les critères de sélection, c'est les critères de sélection traditionnels, nature et le degré de maturité de votre entreprise, le potentiel économique de votre projet. Ah, les slides n'ont pas avancé. Est-ce que je vais juste demander à la personne qui avance les slides d'éviter pendant que je parle. Excusez-moi, je vous ai spoilé le reste de la présentation. Donc, je reviens sur InnovUp. Je parlais des critères de sélection, donc le potentiel économique de votre projet sur votre entreprise, bien sûr l'ancrage territorial qui est très important. Il faut bien montrer en fait que votre projet aura des retombées sociétales, environnementales et économiques sur la région Île-de-France, vu qu'il s'agit d'un appel à projet régional. Et enfin, la qualité du projet, donc il faut bien montrer que votre équipe et que votre entreprise, vous êtes vraiment... vous avez les capacités de mener votre projet à bout. Donc, pour cet appel à projet, il n'y a pas de date limite. C'est vraiment au fil de l'eau. Donc, en fait, pour bénéficier de la labellisation et de l'expertise des dossiers par nos experts, donc, il suffit de nous contacter, en fait, quand vous êtes prêt à rédiger ce dossier. Et donc, nous, en fait, on pourra déjà faire un rendez-vous de diagnostic avec vous pour s'assurer que c'est le bon guichet pour vous. Et ensuite, on pourra l'expertiser et potentiellement le labelliser.
Donc, je vous invite du coup à aller directement sur notre page web dédiée à cet appel à projet. Et je vais répondre peut-être à des questions s'il y a des questions sur InnovUp ou peut-être même sur la bourse French Tech. Alors, je ne vois pas de questions. Ah, ça y est. Donc, une question pour InnovUp. Faut-il être résident en Île-de-France et avoir un certain montant minimum? Je vais commencer par les fonds propres. Oui, comme tous les appels à projets R&D, il faut avoir, vu que le taux d'aide en fait dépend de la taille de votre structure, si vous êtes une PME, il faut apporter à peu près 55% donc des financements de votre projet en fonds propres. Il faut pouvoir justifier de ces fonds propres vraiment à la date de dépôt de votre projet. Et donc pour le fait d'être résident en Île-de-France, c'est mieux si votre siège social est en Île-de-France. Maintenant, si vous avez aussi, votre siège social est ailleurs, mais vos équipes R&D sont en Île-de-France, ça peut aussi fonctionner. Une autre question de Philippe. Pour la bourse French Tech, quelle est la démarche à suivre? Alors, pour la bourse French Tech, il me semble qu'il faut directement se rapprocher du coup, de votre conseiller BPI régional. Parfait. InnovUp InnovUp peut-être porté par le pays? Oui, bien sûr, mais du coup, taux d'aide qui est moins favorable que pour une PME. Et une autre question d'Olivier. Peut-on demander consécutivement 2 InnovUp pour le même projet, le temps d'augmenter ses fonds propres? Alors, si je comprends bien la question… Je ne sais pas si on peut bien comprendre cette question, Olivier. Le temps d'augmenter ses fonds propres, alors il faudra… Oui, ça veut dire poser un premier InnovUp, donc 2 petits projets, mais sur le même projet. C'est ce que je comprends. Deux petits projets, saucissonner son projet en 2 parties. Ok. Oui. Du coup, Audrey? Oui, pour… alors, si je comprends bien la question, je dirais qu'on ne peut pas obtenir 2 financements sur le même projet, mais si, comme Jennifer l'expliquait, c'est vraiment 2 parties différentes du projet, ça peut être faisable. Mais maintenant, il faut, plus on multiplie les projets, plus il faut avoir les fonds propres pour chaque projet à justifier. Voilà, donc vous pouvez effectivement cumuler 2 InnovUp. Hein. Il faut que ce soit des briques technologiques différentes, puisque vous ne pouvez pas être aidé 2 fois pour la même chose. Mais par contre, ça peut être une itération d'un même projet global si vraiment les fonds engagés sont différents. Il faut forcément que vous fassiez subventionner 2 choses différentes. Et donc, vous pouvez déposer un petit projet et puis ensuite, une fois que vous avez un petit peu de chiffre d'affaires ou que suite à une levée de fonds, déposer une autre brique technologique un peu plus conséquente de votre projet. Mais la région aimera quand même que vous finissiez l'un avant d'en commencer un autre. Il y avait une autre question. InnovUp et le CIR se cumulent-ils? Tout à fait. Les deux aides se cumulent, c'est-à-dire que vous allez pouvoir toucher le CIR sur la partie que vous financez. C'est-à-dire que sur un InnovUp, InnovUp va subventionner 45% et sur les 55 autres pourcents qui va rester, vous pouvez toucher du CIR. Donc, en fait, sur l'assiette du CIR, vous allez juste déduire le montant des différentes subventions que vous auriez pu toucher. Et on a encore une autre question. Je comprends que l'aide est un pourcentage du fonds propre, mais au départ, comme les fonds propres sont faibles, ça peut limiter l'aide. Oui, bon, c'est une question qui nous est faite assez souvent, mais c'est pour ça c'est pour ça que je vous ai présenté la bourse French Tech au départ. Et il y a aussi des dispositifs comme Paris Innovation Amorçage. Donc là, c'est plus pour les entreprises qui sont incubées par un incubateur qui est labellisé Paris Co. Et donc, ça peut être des aides qui augmentent vos fonds propres au démarrage pour ensuite pouvoir obtenir des aides plus importantes grâce à des appels à projets. Ou sinon, vous pouvez également les augmenter grâce à des prêts d'honneur.
des prêts tout court. Donc, voilà. Pourriez-vous nous donner un exemple d'une entreprise qui a réussi à demander plusieurs aides et le calendrier optimal qu'elle a suivi? Alors, ça va vraiment être du cas par cas et ça va vraiment dépendre de l'activité de l'entreprise. Il y a des entreprises qui arrivent à cumuler plusieurs appels à projets, mais qui vont être sur des technologies qu'ils développent qui sont différentes, pas forcément sur le même guichet. En tous les cas, vu que la majorité des appels à projets, comme vous allez le voir par la suite, sont opérés par BPI France, BPI France va avoir avoir un grand regard sur tous les appels à projets dont vous pouvez être lauréat, et donc s'assurera que vous avez bien les fonds propres pour cumuler ces appels à projets, et également l'équipe pour pouvoir mener à bien ces différents projets en parallèle. Donc ça dépend, oui, des fonds propres, mais aussi de l'équipe qui va opérer ces différents appels à projets. Donc c'est tout ça que va regarder BPI France. Mais je pense que je vais pouvoir continuer. Oui, alors, par contre, pardon, je me permets, bonjour Christelle, juste parce que n'hésitez pas, enfin Manuel, Antoine, Delphine, enfin tout le monde d'ailleurs, n'oubliez pas d'écrire vos questions dans l'onglet questions et pas dans l'onglet chat, parce que du coup, je vois qu'il y en a eu quelques-unes à la fin, enfin il y en a eu au moins 3 dans l'onglet chat, donc n'hésitez pas à reposer vos questions dans l'onglet questions, et dans tous les cas, si on y répondra à l'écrit et au minimum dans l'onglet questions, et ça pourra servir à tout le monde. Voilà, merci. J'ai vu d'autres questions arriver, je vais les poser. Un accord de financement bancaire non encore débloqué est-il valable? Je vais laisser Jennifer répondre à cette question, si elle le veut bien. Oui, alors, en fait, comment ça va se passer? BPI France va regarder un petit peu le dossier et toutes les clauses suspensives. Si par exemple vous avez une clause suspensive de prêt ou une clause suspensive de levée de fonds, par exemple, ils peuvent conditionner l'obtention de votre aide si vous, effectivement, si cette clause suspensive est levée. Donc, ça ne vous exclura pas de l'appel à projet, mais par contre, BPI France sera capable de mettre des conditions à l'obtention de l'aide. Une autre question. Bonjour, est-ce que Innovup peut soutenir le cofinancement de 2 projets de recherche indispensables pour faire aboutir un MVP pour commercialiser un POC d'une start-up deep tech numérique? Alors, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs questions dans la question. Donc, déjà, le cofinancement de 2 projets grâce à Innovup. Alors, il va falloir que vous déposiez, si c'est vraiment 2 projets très différents, il va falloir que vous déposiez 2 Innovup. Et ensuite, oui, Innovup, dans sa partie expérimentation, peut financer des POC. Si vous avez identifié un terrain d'expérimentation qui veut bien porter votre expérimentation sur une durée donnée, Innovup, au-delà de la R&D, peut également vous aider à faire cette expérimentation avec le terrain d'expérimentation. La seule condition, c'est d'avoir identifié ce terrain d'expérimentation en amont et d'avoir une lettre de soutien, enfin une lettre d'intérêt de ce terrain d'expérimentation. Il me semble du coup qu'il ne peut pas y avoir d'échanges commerciaux entre le terrain d'expérimentation et le porteur de projet. Pendant la durée du projet. Pendant la durée du projet, c'est vraiment, vous mettez à disposition gratuitement votre solution sur le terrain d'expérimentation. Et donc, sur la durée du projet, vous ne pouvez pas avoir d'échange commercial avec le terrain d'expérimentation. Et une autre question. Si un doctorant CIFRE travaille sur un Innovup, est-ce que l'aide Innovup est diminuée du montant de la subvention de la NRT? Oui. Enfin, c'est-à-dire que votre doctorant en CIFRE étant déjà aidé via la NRT, vous ne pourrez pas cumuler avec les subventions. Et une autre question, alors là, c'est peut-être un peu vague pour qu'on puisse y répondre. Exemple de projet de recherche, thèse, CIFRE ou contrat d'expertise avec un chercheur pour lever un verrou technologique.
Delphine, je vous invite à nous contacter directement et on pourra vous expliquer tout ça et vous donner des exemples par téléphone. N'hésitez pas à nous contacter si vous êtes intéressé. On pourra vous donner des exemples et des cas concrets. Et donc, y a-t-il des systèmes d'aide entre la bourse French Tech projet et le projet Innov? Donc, le projet Innov, on n'est pas... donc, si je comprends bien la question, c'est qu'il n'y a pas d'aide entre 90K et 500K, mais les projets Innov, c'est jusqu'à 500K de subvention. On peut être sur des projets qui sont beaucoup plus petits sur Innov. Donc, vous n'avez pas forcément... il n'y a pas de minimum de 500K pour Innov. Vous pouvez avoir des projets... qui sont plus petits et du coup avoir des fonds propres moins importants sur ces projets. Une autre question, et puis après on va passer la parole à Christelle sur les appels à projets nationaux. Pour Innovop, demandons-nous un certain montant de financement ou le montant est-il décidé par BPI France en fonction du risque et de la maturité du projet? Non, vous allez chiffrer votre projet. Et ensuite, le taux d'aide dépendra en fait de la taille de votre structure. Si vous êtes une PME, la plupart du temps, l'aide ira jusqu'à 45% des frais éligibles de votre projet. Et donc, et normalement, vous obtiendrez du coup, si vous êtes retenu, vous obtiendrez une subvention à 45% de votre projet. Et le reste devra être apporté par vous en fonds propres. Et je vais passer du coup à un autre appel à projet régional et je vous invite à nous contacter directement, projet@capdigital.com pour d'autres questions et même si vous avez envie de faire des rendez-vous de diagnostic. Donc rapidement, l'appel à projet Innovup, cette fois-ci expérimentation santé, donc qui est dans sa phase 2. Donc là, en fait, dans la phase 1, il y a 6 challenges et terrains d'expérimentation qui ont été identifiés. On est sur des subventions qui peuvent aller jusqu'à 150 K, avec des projets de 18 mois maximum. Et bien sûr, encore un taux d'aide qui dépend du coup de la taille de votre structure. Et des critères de sélection qui correspondent au Innovup classique. Et donc là, on n'est pas sur un appel qui file de l'eau. La deadline, c'est le 22 mai 2021. Et donc, je vais vous partager rapidement les challenges. Donc, ils sont très axés sur la santé. Mais par exemple, pour le challenge 1, il faut faciliter la communication entre différentes équipes médicales dans un EHPAD. Je vous invite, si vous êtes intéressé par les thématiques de la santé, à parcourir du coup ces challenges et à nous contacter si vous êtes intéressé, encore une fois, par une expertise et une labellisation sur cet appel à projet. Et s'il n'y a pas d'autres questions, je pense que je vais enchaîner et passer la parole à Christelle pour les appels à projets nationaux. Très bien, merci, bonjour à tous. Bonjour. De toute façon, comme je le disais, vous inquiétez pas, on va répondre aussi en parallèle aux questions par écrit. Voilà, je vois que Jennifer va s'en occuper, donc pas de souci, n'hésitez pas à continuer à poser vos questions au fur et à mesure de nos présentations. Aujourd'hui, donc pour les appels nationaux et plus thématiques, il n'y a pas de grande nouveauté pour ce R&D Corner. Le Innov qui est en cours, donc le concours d'innovation Innov, qui est l'appel principal là, que nous sommes en train de traiter et d'accompagner à une bonne vingtaine de projets en cours. C'est la vague 7 de cet appel et on prépare on s'attend déjà donc à une vague 8 qui devrait, si c'est le cas comme l'an dernier, clôturer autour d'octobre 2021. Donc c'est des dossiers vraiment qui se préparent. On est sur des dossiers qui sont compris entre 600 000 € de budget et 5 millions d'euros. Donc on est sur des budgets globaux entre 600 000 et 5 millions. Donc au minimum, je le rappelle quand même un peu, mais au moins, d'assurer 300 000 € dès le départ en fonds propres, c'est un peu la condition aussi pour ce type d'appel. C'est monopartenaire, donc porté par une TPE ou une PME.
Et c'est un projet de R&D extrêmement stratégique, bien entendu, comme tous les projets de R&D pour lesquels on demande une aide et un financement public, mais pour lequel, en plus, donc, derrière ce projet de R&D, la croissance de l'entreprise va se démultiplier d'autant plus, et c'est ce qu'il va bien falloir justifier dans ce type de dossier. On est un peu on est un peu sur, oui, sur les, je recherche un peu là-dessous les leaders de demain, et donc à travers les projets de R&D qui seront cofinancés soit par BPI France, soit par l'ADEME, on attend on attend vraiment quelque chose de avec une innovation forte, ça c'est sûr, un véritable projet de R&D, mais derrière effectivement la croissance plus de l'entreprise qui dépose ce projet. On est sur un type d'aide qui varie donc entre pareil 35% et 45% en fonction de la taille de l'entreprise. Et pour le financement, c'est 2 tiers de subvention et 1 tiers d'avance récupérable. C'est ce qui est en tout cas présenté et proposé. Donc l'accompagnement, hein, dans tous les cas, on peut, si vous avez un projet en tête à préparer pour la prochaine vague d'octobre, n'hésitez vraiment pas à nous contacter dès que vous le voulez. On pourra faire une réunion déjà en amont pour essayer un peu de défricher tout ça. Et puis on vous redemandera à un moment donné, bien entendu, donc une manifestation d'intérêt. Et puis il y aura une deadline début octobre. Enfin, tout dépendra de quelques semaines avant la clôture, à laquelle on vous demandera le dossier pour expertise et retour d'expertise qualifié. Donc 1 semaine à 10 jours avant le dépôt final, qui vous permettra d'améliorer votre dossier jusqu'à la deadline d'octobre. Donc là, on le présentait quand même aujourd'hui. Donc c'est un appel thématique, hein, comme 2 opérateurs, BPI France, ADEME, qui se partagent chacun 4 thématiques à chaque fois. Donc des thématiques qui vont vraiment changer en fonction des vagues. Hormis une côté BPI France qui revient à chaque vague, qui est la thématique numérique deep tech, ça change vraiment. Hein. Par exemple, pour la vague qui est en cours, on a eu une thématique toute nouvelle dans le concours Innov, qui était transformer les industries culturelles et créatives grâce au numérique. Donc, à chaque fois, il faut vraiment que votre projet entre dans une thématique et que vous répondiez à l'appel sur une de ces thématiques. Donc, on attend et on vous tiendra, dans tous les cas, on vous tiendra au courant, bien entendu, dès qu'on aura des nouvelles, aussi pour la vague du 2e semestre. Mais voilà, c'est des projets importants, hein, d'une 30aine de pages, mais qui se travaillent vraiment en amont. Donc, on préférait quand même vous en parler aujourd'hui aussi. Ça, c'est toujours le calendrier en cours. Le 2e appel qu'on a l'habitude de présenter, c'est le guichet du CNC, donc le Centre national du cinéma, qui s'appelle donc l'appel à projet, c'est le CNC RIAM. Il est co-géré en fait par le CNC avec BPI France depuis toujours. Il permet aux acteurs de l'audiovisuel, du multimédia, des ICC en règle générale, de pouvoir déposer des projets de la faisabilité à des projets de R&D avec qui visent un proto-fonctionnel, monopartenaire, et donc dans les domaines de la production, du traitement, de la distribution, de la publication d'images et de sons, débouchant sur des nouveaux biens ou services innovants. C'est quand même, il y a des thématiques, mais c'est quand même assez large dans les possibilités. En tout cas, si vous êtes un acteur de l'audiovisuel, du multimédia, que vous n'aviez pas connaissance de cet appel CNC RIAM, ça permet vraiment des petits projets. Hein. C'est un peu comme le InnovUp finalement côté région Île-de-France. En tout cas, ça peut aider vraiment des projets à partir de 30 000 € de subvention jusque plusieurs centaines, quelques centaines de milliers d'euros en tout cas. Un peu plus de 100 000 €, c'est sûr, sur certains projets qu'on a pu accompagner aussi. Donc ça, c'est un appel au fil de l'eau. Il n'y a pas de deadline. L'appel revient toujours. Il y a des relèves, hein, bien entendu, régulières tout au long de l'année, tous les quelques mois, et des comités de sélection forcément. Donc nous, on vous demandera toujours 2 semaines avant le dépôt, en vue de la soumission, votre dossier pour expertise et retour d'expertise qualifiée, et attestation de labellisation qui est toujours considérée par les financeurs comme un critère de sélection. Je le rappelle.
Donc, toujours cet appel CNCRIAM, vous retrouverez dans les slides qui vous seront transmises à la fin du webinaire dans la journée tous les détails si vous avez besoin pour candidater à cet appel. Troisième appel à projet qu'on a l'habitude de présenter, qui s'appelle donc le dispositif Rapide, qui est géré aujourd'hui par l'agence Innovation Défense et qui permet en fait de déposer donc des projets d'innovation duale, donc qui peuvent intéresser vraiment le civil et le militaire. Il faut vraiment que les deux axes soient, en tout cas, voilà, puissent être. Oui, ça doit pouvoir intéresser la défense, bien entendu, mais avec un véritable cas d'usage civil qui est important aussi pour la sélection de ces dossiers. On est sur des projets qui peuvent être collaboratifs ou déposés seuls, mais effectivement, s'il est collaboratif, si différents critères s'enchaînent comme ça, l'aide peut aller jusqu'à 80% donc de subvention. C'est encore un appel très intéressant aussi en termes de financement. Donc, si et c'est assez large dans les sujets et les thématiques. Je crois qu'il y a quelques éléments derrière. De toute façon, tous les sujets vraiment croisés, mais certains dont on pense pas forcément. En tous les cas, si vous pensez qu'il y a quelque part dans votre projet quelque chose qui peut aussi intéresser la défense, n'hésitez pas à regarder ce dispositif qui pourrait être intéressant. Là, on est sur par contre, on n'est pas sur des tout jeunes, on n'est pas sur des projets de faisabilité. On est bien sur des projets de R&D pour aller vers un proto fonctionnel, que ce soit d'une V1 à une V2 ou bien directement un proto, une innovation nouvelle. Voilà, on a aussi donc ça c'est c'est nouveau, c'est le plan de relance, le plan France Relance. Et il y a un appel, donc le volet national, le plan de relance pour l'industrie, soutien, investissement et modernisation, où là, on est sur des grands projets d'investissement industriel dans 6 secteurs stratégiques. Pour les secteurs aéronautiques et automobiles, c'est des projets qui doivent être d'au moins 200 000 €. Et pour tous les autres secteurs, c'est à partir d'1 million d'euros. On est aussi bien donc, c'est ouvert, c'est quand même ouvert au consortia et c'est ouvert au consortium, donc ça peut être monopartenaire ou collaboratif. Et là aussi, il y a différentes relèves. Il y en a une prochaine le 1er juin. On a accompagné peu de dossiers pour le moment parce que c'est des dossiers un peu en tout cas très stratégiques et sur ces secteurs-là qui sont cités. Si quelque part vous étiez en cours de montage d'un dossier de ce type, sachez qu'en tout cas on peut aussi vous proposer un accompagnement chez Cap Digital, donc n'hésitez pas à nous écrire et à nous envoyer un petit mail et on fera un petit rendez-vous à ce moment-là pour en parler. Jennifer, Audrey, je ne sais pas s'il y a des questions. Oui, on va peut-être faire un petit panorama des questions à ce stade. Donc, une question d'Olivier pour le rapide. Oui. Est-ce seulement pour les PME ETI de plus de 2000 personnes, pas pour les TPE? C'est pour les PME, c'est jusqu'à 2000 personnes. Normalement, c'est bien comme ça que c'est indiqué. On pourra regarder. Donc, pour moi, c'est toute entreprise jusqu'à 2000 personnes, donc TPE, PME, ETI. Mais c'était peut-être à revérifier aussi. Philippe a des infos supplémentaires aussi. N'hésite pas à répondre à la question d'Olivier. Effectivement, j'ai pas, pour la limite, c'est bien jusqu'à 2000 personnes. Ok. Toujours sur le rapide, Oui. dans le rapide, faut-il un partenaire industriel pour déposer? Il y a des projets en nom.
c'est pas un critère obligatoire, c'est pas un critère voilà d'éligibilité quoi, on va dire. Ça c'est certain. Donc après, il peut y avoir bien entendu un partenaire industriel associé, même l'agence Innovation Défense et je pense les conseillers. En tout cas, vous passez forcément par quelqu'un aussi. Enfin, vous avez un premier dossier à déposer, mais vous serez vite contacté par quelqu'un. Il y a différentes phases aussi d'accompagnement côté agence Innovation Défense pour le rapide. Donc pareil, je pense que dans les deux cas, ils peuvent aussi et c'est aussi leur intérêt de pouvoir mettre en relation aussi bien entendu avec des partenaires déjà aussi chez eux. Donc ça c'est toujours c'est toujours on dit toujours pardon. Si bien entendu il y a un partenaire industriel et que ça permet de rassurer d'autant plus dans le dossier la la capacité à mener à bien le projet, ça sera forcément un plus, mais c'est pas obligatoire en tout cas. Et une autre question de Ludovic. Peut-on cumuler des appels à projets si notre projet correspond à plusieurs critères, donc j'imagine à plusieurs appels à projets? Ah oui, ou les thématiques, c'était peut-être par rapport aux thématiques aussi. Mais oui, alors c'est toujours c'est toujours le truc. Comme on le disait, oui, alors donc, si vous avez un projet qui correspond, alors déjà si c'est sur le concours Innov, il faut vraiment choisir une thématique. Et ça, on peut vous aider à la trouver. Par exemple, je pense au projet Deep Tech, mais qui peuvent, selon les vagues, correspondre à une autre thématique. Eh bien, c'est à réfléchir, mais en tous les cas, si votre projet rentre vraiment dans une thématique particulière, il vaut mieux déposer à cette thématique-là pour nous. C'est toujours ce qu'on conseille. En plus, d'autant plus que la thématique numérique Deep Tech est une thématique où il y a pas mal de dossiers qui sont déposés. Donc, enfin, l'une des thématiques sur lesquelles il y a le plus de projets. Mais donc, sinon, si c'est plusieurs appels à projets, si votre projet, par exemple, correspond aujourd'hui à 2 appels à projets vraiment différents de 2 financeurs, vous pouvez déposer ce même projet aux deux appels si les deadlines le permettent. Mais il faudra être tout à fait transparent, l'indiquer aussi au départ et bien clairement dans les 2 dossiers. Et dire que oui, dans tous les cas, vous aurez qu'un des 2 dossiers qui pourra être accepté. Si c'est des projets différents et comme le disait Jennifer tout à l'heure, et bien là, et que vous avez les fonds propres suffisants pour montrer les capacités de fonds propres sur sur 2 projets, et ben ça aussi c'est possible. Voilà, ça dépend vraiment de ce qu'il y avait derrière la question, mais je pense que ça devait correspondre aux thématiques. En tout cas, n'hésitez pas, Ludovic, à nous recontacter si jamais une question plus précise. Je regarde juste un petit peu dans le chat s'il n'y a pas de questions. Non, c'est bon. Ah oui, c'était effectivement entre Deep Tech et la défense. Il pouvait y avoir deux thématiques différentes. Donc c'était bien, tu as bien répondu à la question. Okay. Il y a une dernière question de Philippe. Vous avez indiqué que la subvention pour Rapide pouvait aller jusqu'à 80%. Oui, ça peut aller jusqu'à... confirmation, je crois. Pardon ? Il demande juste confirmation. Oui, c'est exactement ça. Donc ça, c'est bien indiqué clairement dans le cahier des charges de l'appel que vous pouvez récupérer. On pourra aussi vous renvoyer le petit lien juste après. Et donc en fonction des critères, effectivement, donc il y a l'aspect collaboratif, ça c'est sûr, et il y en a 2-3 autres. Voilà, si ces 2-3 critères sont additionnés, alors votre projet peut être aidé à hauteur de 80% en subvention. C'est bien ça. Merci. Il n'y a plus d'autres questions. Très bien. Je continue simplement sur un appel à projet qui enfin a été publié officiellement il y a quand même déjà maintenant quelques semaines. D'ailleurs, dont la première relève clôture bientôt, c'est le 25 mai. C'est l'appel LabCom, dont on parle aussi régulièrement. Le laboratoire pour laboratoire commun. Donc, c'est un appel de l'agence porté par l'Agence nationale de la recherche qui peut financer donc des projets donc portés par un établissement organisme de recherche et une PME, une ETI.
c'est l'organisme de recherche et d'établissement qui porte le projet et qui porte le financement du projet pour ce laboratoire commun, qui doit donc justifier donc de travaux de recherche communs sur une durée de 54 mois pour un financement qui peut aller jusqu'à 350 000 €. On est sur ce type d'appel là pour le LabCom, donc vraiment l'union de ces deux types de structures. Donc là, la deuxième relève arrive très bientôt, donc le 25 mai. Si jamais il y avait des dossiers en cours de montage en ce moment, on va accepter les dossiers jusqu'au 10 ou 11 mai maximum, mais le 10 mai, c'est parfait pour l'éventuelle donc labellisation de votre dossier. Et donc pareil, toujours retour de 2 experts qualifiés sur votre dossier. Et pour le 21 septembre, à noter, pareil, 2 à 3 semaines avant maximum, nous vous demanderons les dossiers. Donc, si vous avez des questions plus particulières sur cet appel à projet, on a eu, bien entendu, on a accompagné dans les quelques années quelques projets sur lesquels on peut vous faire des retours aussi s'il y a besoin. Hop là, j'ai cru qu'il y avait un deuxième slide sur celui-ci, mais non. Donc voilà, sachez qu'en tout cas, bien sûr, l'appel est sorti, que ça peut être intéressant si vous avez vraiment des travaux de recherche importants, donc sur une durée de 54 mois, et à travailler avec, si vous êtes une PME, un établissement de recherche, ou si vous êtes un établissement de recherche avec une PME ou une ETI. Voilà, on peut répondre à toutes vos questions aussi sur ce type d'appel à projet qu'on accompagne depuis plusieurs années maintenant. Et aujourd'hui, on vous a mis aussi un challenge que lance l'ANR aussi avec l'AFD, donc qui est un challenge donc IA Biodiv, recherche en intelligence artificielle dans le champ de la biodiversité. Donc c'est une deadline au 31 août. C'est des projets collaboratifs donc qui visent à soutenir les recherches en intelligence artificielle dans le champ de la biodiversité, comme son nom l'indique, en mobilisant la recherche française de pointe à la convergence de la stratégie nationale de recherche en intelligence artificielle et du plan national biodiversité. Donc, on est vraiment sur le croisement de ces deux éléments stratégiques destinés aux communautés scientifiques en IA et en biodiversité de France et des pays partenaires de l'AFD en Afrique. Et les consortiums internationaux seront financés par Expertise France, selon les modalités de participation pour les consortiums qui seraient internationaux. En tous les cas, sur ces sujets-là, voilà, recherche en intelligence artificielle biodiversité, il y a un challenge qui est en cours. Et si jamais ça pouvait vous intéresser, on est entre donc 500 000 € et 630 000 €, comme indiquent les slides, et 48 mois de délai sur ces projets. Alors, oui, j'ajouterais petite précision, vas-y. Oui, une petite précision. Si votre consortium est uniquement français, là, c'est 500 cas maximum. Et si votre consortium est, comme son nom l'indique, donc entre la France et les pays partenaires de l'AFD en Afrique, là, ça peut monter jusqu'à 630 kilos. Et voilà, il n'y aura pas beaucoup de projets financés, mais en tous les cas, si ça vous intéresse, n'hésitez pas aussi à nous contacter, on pourra vous accompagner sur cet appel à projet. Il y a des questions sur le LabCom, Christelle. Donc, une question de Manuel qui demandait pour l'appel à projet LabCom, une visibilité à 54 mois, c'est long pour une start-up. Quelles sont les conditions de fonds propres? Donc, il n'y a pas de conditions de fonds propres pour la PME, étant donné que sur le LabCom, c'est vraiment le contrat se fait entre l'ANR et le laboratoire de recherche ou l'établissement de public, l'organisme de recherche qui porte le projet. C'est vraiment lui qui va porter le financement du projet. Et c'est un contrat de partenariat que que la PME ou la start-up fait avec le laboratoire et qui définira
qui définira aussi, bien sûr, les ressources. En général, c'est de la mise à disposition de ressources de la part de l'entreprise pour travailler, pour travailler sur des sous-sujets de la recherche au global. Je sais pas si, ouais, c'est plus, enfin, on est plus, en tout cas, il n'y a pas de, voilà, la PME, la startup n'a pas besoin de justifier de quoi que ce soit, étant donné que c'est vraiment le laboratoire qui porte. Après, enfin, tous les labcoms qu'on a vus, enfin, c'était déjà bien entendu des startups existants. Enfin, il faut que l'entreprise soit créée, ça c'est certain. Et c'est pas forcément quand même, enfin c'est pas des sociétés qui ont moins d'1 an en général quand même sur le lab comme Jennifer. Oui, la plupart du temps, ça vient peut-être concrétiser un partenariat que vous pouvez avoir avec un laboratoire sur des thématiques, sur une thématique de recherche commune, par exemple. Le but de ces laboratoires communs, c'est vraiment que l'entreprise puisse en fait valoriser commercialement ce qui est développé au sein de ce laboratoire commun. Et donc, il faut quand même que l'entreprise ait quand même les moyens de cette commercialisation. Donc après, les termes entre le laboratoire et l'entreprise sont définis dans les accords de consortium, mais c'est vraiment pour travailler une thématique de recherche qui rentre dans les thématiques de recherche du laboratoire. Donc le laboratoire doit évidemment y trouver son compte en termes de recherche, donc les des deux parties ne sont pas les mêmes. L'objectif du laboratoire, c'est évidemment d'augmenter la somme de connaissances sur cette thématique, et donc de publier ces résultats. Et pour l'entreprise, ça va être de valoriser ces résultats à travers une solution ou un produit final pour pouvoir commercialiser. Donc voilà, assurez-vous que évidemment, les enjeux sont partagés, le financement est bien pour le laboratoire. L'objectif de ce financement, c'est aussi que le laboratoire puisse internaliser une partie des coûts et notamment peut-être embaucher quelqu'un sur cette thématique qui pourrait y travailler du coup à plein temps. Donc voilà, si vous avez une thématique commune que vous développez avec un laboratoire ou que vous souhaitez développer avec un laboratoire, vous pouvez monter ce genre de dispositif qui vous permet en fait de co-développer des choses avec le laboratoire et de valoriser ensuite le produit de ces développements. Donc voilà, n'hésitez pas. N'hésitez pas également à nous contacter si jamais vous avez une thématique de recherche et que vous cherchez un laboratoire qui pourrait vous aider sur ces thématiques. Nous sommes là pour ça, et notamment Philippe, qui est en charge de toutes les relations avec les académiques et les laboratoires membres de Cap Digital, peut tout à fait vous aider à trouver des laboratoires. Une autre question pour l'appel à projet LabCom, est-ce qu'il est cumulable avec ceux cités plus haut? Donc, comme on disait, hein, Ludovic, la subvention n'étant pas portée par l'entreprise, mais étant vraiment à destination du laboratoire, vous pouvez tout à fait, du coup, c'est pas vraiment un cumul, mais vous pouvez tout à fait avoir un LabCom en parallèle d'autres appels à projet que vous menez, du coup, que vous avez en lead dans votre entreprise. Est-ce que tu as répondu du coup, Christelle? Non, mais exactement. L'idéal l'idéal, c'est ça serait de parler, enfin, dans tous les cas, oui, d'en discuter du coup avec le laboratoire, les laboratoires avec lesquels vous travaillez, Ludovic, pour voilà, leur en parler, qu'ils mettent le nez dedans et qu'ils voient si effectivement ça peut être un dispositif intéressant pour vos recherches communes. Merci beaucoup. Voilà, donc pour l'ANR, aujourd'hui, en tout cas, pour aujourd'hui, c'était les principaux appels qu'on voulait vous présenter. Et Jennifer, je vais te repasser la parole pour les appels à projets collaboratifs à visée industrielle nationaux. Merci. Donc, on vous représente les différents... J'aurais peut-être pu te laisser la main sur celui-là, si tu veux garder la main à Christelle, puisque Christelle est également en charge de la santé chez Cap Digital. Donc, je te laisse présenter celui-là, puis je prendrai la main après, si tu veux. Oui, on a laissé ces slides, mais c'est vrai que les deadlines sont très avancées parce que celui-ci et le suivant sont sur le même type de dispositif important là qui s'appelle en français le PIEC,
P2IEC. Et donc, il y a des appels à manifestation d'intérêt PIEC qui ont été lancés pour 2 gros sujets. Là, donc, le premier, c'est le développement des innovations en santé. Et la deadline a été repoussée en fait au 15 mai. Donc, on a laissé, on a laissé les slides en tout cas pour aujourd'hui. C'est pas quelque chose qui se prépare d'aujourd'hui jusqu'au 15 mai, ça c'est certain. Mais en tous les cas, voilà, si vous aviez encore, enfin, s'il y a des acteurs qui sont en cours de montage, ou s'il y a des choses, en tout cas, voilà, des questions sur ce type d'appel qui sont encore en cours, on peut vous aider à y répondre en tout cas, donc n'hésitez pas. Si ça peut vous intéresser. C'est des gros appels. Enfin, c'est des instruments qui vont devenir, enfin, qui sont des instruments européens. Pour l'instant, en fait, ça se passe au niveau, pour ces appels à manifestation d'intérêt, ça se passe au national. Donc, ils sont là pour, ces AMI sont là pour identifier, préidentifier, identifier les acteurs économiques qui pourront soit porter ou soit être partenaires de projets. Et c'est des projets d'un gros collaboratif, de plusieurs millions d'euros. Donc c'est voilà. Vous avez quelques détails sur les 2 slides qui sont là pour l'AMI PIEC pour le développement des innovations en santé, qui est lui porté par la Direction générale des entreprises, la DGE, et le deuxième AMI PIEC du coup sur le cloud, filière française européenne du cloud, où là c'est BPI France qui a la main sur cet AMI, et la clôture de celui-ci c'est le 17 mai, donc c'est pareil, c'est très court, c'est très court en tout cas pour pouvoir se lancer dedans, ça c'est certain, mais de savoir que ça existe. Et pour ceux qui seraient sur ces sujets-là déjà en cours de montage, voilà, avec des questions, on peut vous aider si vous le souhaitez. Je te relaisse la main sur la suite, Jennifer. Merci. Donc, on ne le présente plus. L'appel à projet collaboratif PSPC. Donc, on est à la 9e édition. Donc, c'est bien pour porter un projet collaboratif entre au minimum 2 entreprises et un laboratoire de recherche. Donc, c'est des gros projets qui sont de minimum 4 millions et qui peuvent aller jusqu'à 50 millions, donc un mix entre la subvention et l'avance remboursable. Donc des projets d'innovation de produits, de processus ou de services, évidemment des innovations de rupture, mais également des innovations incrémentales. Et surtout, comme son nom l'indique, des projets structurants sur une filière donnée. Donc voilà, si vous avez un gros projet collaboratif à monter, que vous cherchez des subventions, n'hésitez pas à nous contacter. Nous avons évidemment de quoi vous apporter notre aide sur ces PSPC dont nous connaissons bien les mécanismes, et notamment Philippe. Donc, vous pouvez postuler au fil de l'eau jusqu'au 29 juin 2021. Et donc, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous êtes en cours de montage de ce type d'appel à projet, ou si, de la même manière, vous cherchez des collaborations pour venir sur ces projets-là, que ce soit côté laboratoire ou côté entreprise. N'hésitez pas à nous solliciter. Nous essaierons de trouver des partenaires pour porter le projet avec vous. Et ensuite, donc, un autre appel à projet que nous avons présenté déjà la dernière fois et que nous continuerons à présenter également lors d'un événement spécial où BPI France viendra présenter cet appel qui aura lieu le 18 mai et qu'on vous a remis à la fin des slides. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire pour la présentation de l'enjeu des plateformes et des data hubs. Donc là, c'est vraiment un appel à projet pour accompagner et transformer les filières, et dont l'objet est donc les plateformes numériques et la mutualisation de données pour les filières. Donc c'est un appel à projet du PIA, du plan d'investissement d'avenir, qui est porté par BPI France dans sa phase d'amorçage, c'est-à-dire que vous allez être subventionné pendant 5 ans de l'amorçage de votre projet
jusqu'à 2 millions d'euros avec 50% en sub et en avance remboursable. Ce sont des projets collaboratifs, mais qui doivent être portés par une seule structure et donc qui doivent démontrer un apport concret et déterminant de ces plateformes ou de ces data hubs ou de cette mutualisation de data sur plusieurs filières industrielles pour leur structuration. Donc, évidemment que les retombées de ces plateformes vont être regardées et notamment leurs bénéfices sur des PME et ETI issus des filières concernées par ces plateformes. Donc, ça a vocation à financer des plateformes et des outils collaboratifs, des initiatives de mutualisation et de partage de données, ou évidemment un ensemble cohérent entre ces plateformes et cette mutualisation de données. Donc, voilà un petit peu les projets attendus. Je vous ai mis un petit peu tout ce qui était attendu sur ces projets collaboratifs, sur ces plateformes. Je vous ai mis ensuite quelques exemples de plateformes qui peuvent être créées. Donc, vous avez ici voilà, des plateformes qui peuvent être soit de la maintenance, de matériel d'installation, notamment sur des questions, par exemple, de jumeaux numériques ou de BIM, la création de services collaboratifs génériques liés aux échanges, donc sécurité, traçabilité, etc. Et de même, nous avons mis également quelques exemples qui sont donnés sur cet appel à projet de mutualisation et de partage de données. Donc voilà, évidemment, faisons appel à du big data, du machine learning ou de l'intelligence artificielle, de la mise à disposition de bases de données mutualisées, etc. Donc pour cet appel, nous avons évidemment accompagnement, nous pouvons vous accompagner à structurer un petit peu votre projet, à trouver également des partenaires, à structurer un petit peu votre filière autour de ce projet de plateforme et de mutualisation de données. Donc, vous pouvez postuler jusqu'au 24 novembre 2021 et il y a un relevé intermédiaire le 22 septembre. Donc, n'hésitez pas vraiment à nous contacter. N'hésitez pas également à suivre le webinaire dédié qui aura lieu le 18 mai où nous aurons des retours d'expérience, notamment de lauréats du précédent appel, tels que le Hack Data Hub et la plateforme Numalim. Donc, une présentation de cet appel à projet par BPI France et peut-être également d'autres appels à projet autour de la donnée, et puis des retours d'expérience ou alors des projets qui sont en cours de montage, et qui, si vous souhaitez vous joindre à des consortiums, et ben on aura la présentation de quelques consortiums qui sont en train de se structurer et de se monter, avec également un temps d'échange ensuite avec les porteurs de projets. Donc n'hésitez pas à vous inscrire à ce webinaire dédié et à nous contacter évidemment si vous avez ce type de projet, le plus en amont possible pour qu'on vous aide à bien le structurer. Nous avons une question de Serge qui est la constitution de datasets utilisables par une filière serait-elle bien éligible pour cet accompagnement? Alors oui, sur la mutualisation de données, tout à fait, c'est tout à fait éligible. Très bien. Eh bien, c'est la question sur cet appel. La seule question. C'est ça. Donc voilà, on arrive au bout. Julia. Bonjour tout le monde. Réveillé, tout le monde est Oui. encore là. Oui, je vois qu'il y a encore des participants sur au moins 54 connectés. Voilà, prenez une grande respiration et puis on va commencer, je vais commencer à vous présenter les appels à projets R&I européens, principalement dédiés aux startups et aux PME, mais il y a aussi bien sûr des opportunités pour les grands groupes et les centres de recherche et aussi parfois pour les collectivités.
Alors, hop, la prochaine slide. Tout d'abord, comme Audrey vous l'a dit en tout début de session, elle a parlé des mécanismes de financement en cascade ou en anglais cascade funding. Il s'agit là d'un dispositif, un outil financier qui se veut plus agile et au lieu que ce soit directement la Commission européenne qui gère les appels et l'enveloppe budgétaire, ces financements sont issus, eux, par des consortia qui ont eux-mêmes déposé des appels à projets à la Commission européenne et qui gèrent les appels à projets. Donc, ça peut être des acteurs tels que Cap Digital, les pôles de compétitivité, ou en France, il y a aussi le CEA qui peuvent, avec d'autres partenaires européens, gérer ces appels à projets. Les avantages de ces appels à projets, c'est tout d'abord, ce sont des taux de financement qui peuvent aller jusqu'à 70%, j'ai même vu 100% dans certains cas des coûts éligibles, ça va de 5K à 300K. Ce sont des subventions européennes provenant de Horizon 2020 et bientôt Horizon Europe. Donc, il n'y a pas de règle de minimis. Ça peut être, selon les appels à projets, des candidatures individuelles ou en consortium. Les dossiers sont légers, hein, ça peut aller de 5 à 15 pages, mais toujours en anglais. L'intérêt pour les petites structures telles que les startups ou les PME, c'est que ce sont des projets courts dans le temps, donc ça peut aller de 6 à 18 mois et il y a un accès facilité parce qu'il y a beaucoup de partenaires locaux ou nationaux qui diffusent ces appels. À votre droite, vous verrez donc les exemples de services proposés. Ça peut aussi bien être du soutien à la levée de fonds, de l'open innovation, du soutien, des programmes d'accélération, de vous aider à avoir accès à de nouveaux marchés, du transfert de techno, du prototypage, du test en situation réelle. Je vous ai mis ici aussi un lien pour aller directement vers ces appels à projets. Voici ici un exemple d'appel à projet issu des financements en cascade. Donc, le projet européen s'appelle DigiCirc et c'est Cap Digital qui est leader de ce consortium européen. On a lancé, pour ceux qui nous suivent régulièrement, le premier appel autour de la ville circulaire et là, on va lancer au mois de juin le deuxième appel qui vise donc à accélérer la digitalisation dans un autre secteur de l'économie circulaire qui est l'économie bleue. Ici, les entreprises devront répondre en partenariat, donc il faut au minimum 2 PME start-up innovantes. Chacune doit avoir une expertise complémentaire et elles pourront recevoir chacune jusqu'à 60 000 euros. Le type de support qu'elles pourront avoir, c'est des cours en ligne, du training, des workshops, des rendez-vous personnalisés avec des business coach ou un mentor et aussi un accès à un portefeuille d'investisseurs. Donc, si vous êtes intéressé par cet appel, n'hésitez pas à aller sur notre site et vous inscrire à la newsletter DigiCirc. L'appel ouvrira dans quelques semaines maintenant. Vous avez aussi, pour ceux qui sont intéressés par la thématique économie circulaire, on a un infoportal avec des articles de vulgarisation, mais aussi des vidéos sur les différents secteurs de l'économie circulaire. Et si vous recherchez un partenaire pour répondre à l'un des appels DigiCirc, on a mis en place un outil d'aide à la recherche de partenaires. Alors, je vois que j'ai marqué partenaire 2 fois, mais je vais le corriger. Voilà. Et bien sûr, n'hésitez pas à nous dire pour nos membres à revenir vers nous si vous inscrivez à cet appel à projet pour qu'on garde nous aussi une veille pour vous aider dans la recherche de partenaires. L'autre initiative que je présente à chaque R&D Corner, ça s'appelle Next Generation Internet. Je pense que certains d'entre vous la connaissent déjà très bien. Ici, donc, c'est une initiative de la Commission européenne qui vise à réaliser
à l'Internet de demain. Donc concrètement, hein, cette initiative lance des appels à projets qui visent à développer, financer des technologies de l'Internet qui vont permettre ces technologies d'être en lien avec les valeurs européennes. Donc concrètement, ça va être des technologies qui vont renforcer la confiance, la privacy. On va développer des technologies décentralisées. Ça va être les questions autour de la gouvernance des données, de la portabilité, et aussi de l'architecture autour de l'Internet. Il existe donc plusieurs appels à projets. Hop, je vous ai mis ceux qui sont en ce moment ouverts, mais il y en aura d'autres ouverts qui sont ici. Donc, n'hésitez pas à aller sur la page des Open Calls. Je vous ai mis aussi le lien ici. Et si vous êtes l'heureux lauréat d'un des dispositifs NGI, vous pouvez avoir un autre soutien via le projet Tetra qui apporte là plutôt un soutien commercial aux lauréats des appels en cascade NGI. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions, Jennifer, Audrey. Non, il n'y a pas de questions pour le moment. Alors, je continue. Ouais. Sur les financements en cascade, il en existe dans différents secteurs et pour différents types aussi pas seulement aussi pour les entreprises, mais là, je vous ai mis ceux qui concernent principalement les entreprises, mais vous en avez dans les médias, dans la tech, vous en avez autour de la blockchain. Et j'ai vu, mais c'est très rare, quelques financements en cascade pour les collectivités territoriales et aussi certains grands groupes peuvent répondre à certains appels à projets et aussi les centres de recherche. Alors, là, c'est juste pour vous dire que BPI France lance des appels européens plutôt là pour renforcer le partenariat en innovation bilatéral entre la France et l'Allemagne et la France et l'Espagne. Donc, selon les appels à projets, pour y participer, il faut composer un consortium d'au moins une entreprise espagnole ou allemande, hein, ça dépend de l'appel à projet auquel vous souhaitez répondre. Et pour cela, et une entreprise française qui va être une start-up, une PME ou une ETI. Les appels à projets se clôturent le 15 juin. Et je vous ai mis aussi les liens si vous êtes intéressés. Attention, ce ne sont pas des financements issus de la Commission européenne. Là, ce sont des aides d'État, donc il n'y a pas, il y a justement les minimis. Alors, Horizon Europe, je ne sais pas si vous connaissez, est-ce que vous en avez entendu parler? N'hésitez pas à me dire dans le chat oui, non. C'est le successeur d'Horizon 2020. Donc là, c'est le programme de recherche et d'innovation de la Commission européenne qui va se dérouler entre 2021 et 2027 et qui est doté d'un budget de 95,5 milliards d'euros. La Commission européenne a structuré ça autour, on va dire, de 3 grands piliers verticaux. Moi, je vais vous parler surtout du pilier 2 et du pilier 3 qui vous intéressent, qui nous intéresse ici plus, le pilier 1 étant plus pour la recherche, pour les académiques. Voilà. Hop. Je vois que Ludovic a dit oui, j'ai participé au webinaire Horizon Europe. Voilà, donc, Horizon Europe, le pilier 2, donc il s'agit ici de financer des projets collaboratifs européens autour de 6 clusters, c'est comme ça qu'ils les appellent. Donc, moi, je les appelle ici des thématiques. Donc, c'est la santé, la culture, créativité, société. Donc, celle-là, ça va plus concerner, on va dire, les sciences humaines mais les sciences humaines aussi elles sont une discipline horizontale, donc on pourra retrouver parfois dans d'autres thématiques, mais principalement dans ce cluster-là, vous allez retrouver les SHS. Vous avez la sécurité civile pour la société, le numérique, industrie et espace, climat
énergie et mobilité, alimentation, bioéconomie, ressources naturelles, agriculture et environnement. L'intérêt de ce type d'appel à projet, c'est d'adresser à tout type d'acteurs européens, donc aussi bien centres de recherche, entreprises, associations, collectivités territoriales, start-up, PME. La règle du jeu, il faut que vous fassiez partie, il faut que votre entité soit établie dans un État membre de l'Union européenne ou un pays associé. Et pour y répondre, il faut être minimum 3 partenaires, dont une entité juridique doit être établie dans un État membre de l'Union européenne. Il existe 3 types d'actions. Vous avez, on va dire, plutôt les RIA qui visent plus à financer des projets des recherches en amont. Vous avez les IA et les CSA qui, là, peut-être vous concernent moins, mais c'est plus des projets qui visent à financer des activités de réseau. Et bien sûr, Cap Digital peut vous accompagner, notamment dans le diagnostic du projet ou dans la recherche de partenaires. Mais on sait que dans ce type de projet, ça peut être compliqué. Jennifer, est-ce qu'il y a des questions par hasard? Je vois Olivier. Alors, oui. Sur Horizon Europe, les 3 partenaires peuvent-ils être franco-français? Ah non, la règle du jeu, c'est justement de favoriser la coopération européenne. Donc, c'est 3 partenaires de 3 pays différents, dont un est établi dans un État membre. Donc, il faut au moins que vous ayez, je ne sais pas, ça peut être un Français, un Allemand et un Autrichien, par exemple. Voilà. Une autre question de Manuel. Horizon Europe, s'agit-il d'appels déterminés par l'Europe ou proposés par les entreprises? Alors là, il s'agit des appels, on les appelle top-down, c'est-à-dire donc ou ascendant. Donc c'est la Commission européenne qui a en amont consulté les différents États membres, mais qui a établi un cahier des charges dans chaque cluster. Donc dans les thématiques, vous avez donc c'est des clusters. Et ils ont préparé un work programme. Et dans ces work programmes, il y a l'appel à projet qui est avec un cahier des charges. Donc, il faut bien, quand vous répondez à un appel à projet dans le pilier 2, il faut s'assurer que vous répondez à chaque point du cahier des charges. Ok. Merci. Une autre question de Philippe. Peut-on avoir un partenaire à Hong Kong si 3 partenaires principaux sont en Europe? Alors, non. Oui, et alors, en fait, là, c'est vraiment sauf. Ce n'est pas possible. Il faut, sauf si l'appel à projet sauf si dans le cadre de l'appel à projet, il est indiqué que Hong Kong peut y participer, mais il ne sera pas en tout cas financé par la Commission européenne. Si c'est un partenariat, par exemple, entre la Chine et l'Europe dans un appel à projet, alors ça sera la Chine qui financera les acteurs de son territoire. Donc, il peut être là, mais il ne sera pas financé, au cas où, si Et même pas sûr que ça soit éligible comme ça. Il faut vraiment que ça soit dans les appels là où je suis, il n'y a pas, auquel je pense, enfin dans les 6 clusters qui sont indiqués ici, il n'y a pas de, je ne vois, enfin il n'y a pas les partenariats extra-européens. Ok. Une autre question de Gérard. Quelles sont les dates de dépôt des projets pour Horizon Europe? Bonne question, merci Gérard. Officiellement, les appels à projets Horizon Europe Pilier 2 ne sont pas encore lancés. On attend l'ouverture. Si vous allez sur le Funding and Tenders, la web page de la Commission européenne, rien n'est encore sorti. Donc, ça va se faire dans les prochaines semaines, mais j'ai pas de date pour vous. Voilà. Voilà, donc, normalement, vous avez une première vague, tout dépend des clusters, mais une première vague pour clôture septembre et après début 2022. Il n'y a pas d'autres questions, Julia.
Merci Jennifer. Alors je continue. Pilier 3 ou l'EIC, c'est European Innovation Council, ou l'EIC accélérateur. Ici, ce dispositif est à destination des PME ou des startups innovantes. Il vise donc à soutenir des innovations à fort impact ayant le potentiel de créer de nouveaux marchés ou de perturber des marchés existants. Donc, il s'adresse, quand je vous ai dit, aux PME, aux startups. C'est possible que des scale-up et des personnes physiques peuvent aussi candidater, mais sous condition. Pour être éligible, il faut au moins que vous ayez un TRL de 5, 6 et vous devez aller jusqu'au TRL 8. Vous pouvez choisir entre deux types de financement, soit une subvention entre 500K et 2,5 millions d'euros ou des financements mixtes. Donc, c'est subvention plus prise de capital, equity allant jusqu'à 15 millions. Et si vous êtes lauréat, vous avez donc un accès aussi à un bassin de coach et de mentors via l'EIC Business Accelerator. Pour accéder donc à ce Graal, vous avez, on va dire, 5 grandes étapes pour aller jusqu'à l'equity et on va dire 4 si vous avez pris l'option juste subvention. Donc, vous avez d'abord un premier dépôt au fil de l'eau où il faut 2 à 4 semaines d'évaluation. Et si vous êtes retenu, alors le premier dépôt, c'est de mémoire une vidéo avec un pitch deck qui sera évalué par les évaluateurs. Et puis, si vous êtes retenu, il faudra compléter un dossier plus conséquent d'une trentaine de pages de mémoire. Et là, vous avez des cut-offs, vous en avez 2. La première a été repoussée au 16 juin et la deuxième le 6 octobre. Voilà, et donc bien sûr, un Cap Digital peut vous aider dans le diagnostic et aussi dans l'expertise de votre dossier. D'ailleurs, à ce propos, Julia, il y a une question d'Olivier dans le chat qui demande de manière générale votre accompagnement dans la réponse à ces différents appels à candidature est-elle prise en charge dans le cadre de la cotisation à Cap Digital? Oui, tout à fait. Il s'agit donc l'expertise de notre dossier. Il s'agit d'une relecture des experts de Cap Digital, donc 2 ou 3 experts qui ont déjà été évaluateurs à la Commission européenne, qui pourront relire et vous donner donc les commentaires sur votre dossier afin de l'améliorer. Voilà. Alors, je vois que Ludovic aussi a… Cet appel peut-il fonctionner quand on réunit 2 marchés grâce à notre innovation? Faudrait discuter en fait plus en détail de l'innovation et de la solution qu'ils souhaitent développer. Comme ça, je pourrais pas vous dire. Là, ce qui est recherché par la Commission européenne, c'est d'avoir et par les évaluateurs, hein, c'est d'avoir cet effet waouh quand on lit le dossier. Voilà. Je continue. Alors, pour ceux qui sont dans le domaine de la santé et la e-santé en particulier, on organise en partenariat avec EITL France un webinaire dans 2 jours à 14h30. Donc, c'est un Conquest où on présentera l'ensemble des programmes d'accélération d'EITL. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous inscrire et on en profitera aussi pour vous présenter d'autres opportunités européennes à venir en e-santé. Voilà, donc là, je laisse la main à ma collègue Audrey, je crois, c'est ça? Oui, Audrey, n'hésite pas à conclure. C'est bon, je suis de retour. Revenue. Donc, je vais conclure sur les événements à venir. Et donc, je vous invite à suivre du coup sur notre site web les événements à venir. Donc là, je vous ai mis par exemple l'événement plateformisation qui a été présenté aujourd'hui, le 18 mai. Même jour, il y a la présentation des offres de services de Cap Digital et de Business France. Et le 6 mai, l'événement Conquest, focus sur les programmes d'accélération EITL. Donc, merci à tous et à toutes pour votre présence et pour vos questions.
Et c'est ainsi que s'achève le 65e R&D Corner. Merci beaucoup. Merci Audrey. Merci, au revoir. Merci Julia. Merci François. Bonne journée. Bonne journée à tous, merci. Le mois prochain. À bientôt. À bientôt.